On est avec Daniel, tu es le second du capitaine. C'est ça. C'est quoi le second du capitaine en fait? Comme son nom l'indique, il va seconder le capitaine. Donc dans l'absolu, la théorie, ce poste a été créé parce que si le capitaine avait un problème, si demain il se casse une jambe, ou tout simplement parce qu'il doit s'absenter pendant quelques heures, en fait c'est moi qui vais prendre le commandement. Donc théoriquement, je suis censé être aussi bon expérimenté que lui et pour prendre ça. Mais évidemment, si on est second, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait au lécher. Donc on a forcément moins d'expérience, mais en tout cas on est censé être sensibilisé à tout ça et voilà. Donc ça c'est la théorie. Parce que évidemment, ça n'arrive jamais, ou ainsi dire jamais. Zut. Ok. Mais par contre, le second, il va avoir un rôle aussi très important qui est celui de la sécurité. Donc ça, c'est des rôles principaux. Donc l'idée, c'est de faire, et surtout dans notre milieu, on est très vite isolé, loin de tout, faire de la prévention. Donc là, on va avoir pour une bonne partie de la mission un médecin dédié. Mais sinon, en fait, c'est nous, on doit compter que sur nous. Donc oui, on a une infirmerie, oui, on a des formations. Mais bon, ce qu'on va quand même éviter, c'est on n'est pas des spécialistes, c'est l'accident. Et donc, moi, mon boulot, c'est de faire de la prévention sur comment se comporter à bord, sur le pont, quels équipements porter pour pas se blesser. Et ça, c'est une bonne partie du travail. Il y a aussi des exercices pour simuler des incendies. Moi, je fais partie de l'équipe avec Carole qui est cuisinière pompier. Donc, on va faire des exercices, s'entraîner régulièrement. Comme ça, le jour où ça arrive, faut pas réfléchir. On s'habille. Ça, c'est génial sur tous les bateaux comme ça. Là, les pompiers sont aussi cuisiniers ou seconds. C'est incroyable. Ouais, par exemple, Carole, elle est cuisinière, elle est marin, elle est aussi artiste. Elle a un talent fou et c'est génial. Et on est tous un peu polyvalents et c'est ça, je trouve, qui est passionnant dans ce boulot. C'est qu'en fait, on est un peu entraîné à tout, on touche à tout. Il y a encore plus dans le milieu de l'expédition. Donc, elle va vraiment, je pense qu'on a cette ouverture d'esprit et cet enrichissement qu'on a envie de retenir, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que pour la problématique de la sécurité, là, vous êtes dans des environnements où vous accumulez les problématiques de feu éventuellement, de froid, d'eau, de plein de choses. Il y a des trucs très spécifiques, c'est contrairement à un bateau classique qui va pouvoir avoir une assistance ou aller à la côte ou demander de l'aide à d'autres bateaux, nous on est bloqué au milieu de la glace et surtout en hiver, il y a quasiment personne qui peut venir nous sauver. En moyenne, est-ce que tu sais justement combien de temps tu es censé tenir raisonnablement pour que les secours puissent venir? Ah oui, parce que c'est réglementaire. Et donc, dans la réglementation, il est dit, c'est le code polaire qui stipule ça, qu'en fait, on a 5 jours d'autonomie, c'est-à-dire nourriture, on doit survivre sur la glace. C'est pour ça qu'on a tout un campement d'abandon à installer avec une tente, des duvets, de quoi se faire la popote. Et sauf que dans les faits, si on est vraiment au milieu de l'Arctique, dans 5 jours, il y a toujours personne. J'ai fait comme si j'étais habitué, que je connaissais très bien et que j'ai acquiescé quand tu as dit le terme code polaire. Ouais, le code c'est extraordinaire. Qu'est-ce que c'est le code polaire? Le code polaire, en fait, comme tout bateau, navire marine marchande, on est soumis à des règles internationales qui dépendent de l'Organisation maritime internationale. Et comme avec la fonte de la glace, il y a des questions qui se posaient pas avant. On a plus en plus de trafic maritime qui se fait et donc les bateaux, ils étaient construits pour naviguer dans des eaux, on va dire, normales, tempérées, chaudes. Et donc, là, en fait, ça pose plein de nouvelles contraintes, notamment structurelles. Si le bateau, il va taper la glace, il faut pas que ça fasse un trou et qu'il coule. Il faut un équipement adapté. Parce que typiquement, on doit abandonner le navire. Et là, on peut pas aller sur l'eau. On est obligé d'aller sur la banquise. Il faut des gens qui sont entraînés à ça. Les marins qui savent naviguer dans la glace et tout. Et aussi, il y a tout ce qui concerne la partie pollution. Donc, les rejets dans l'eau et dans l'atmosphère sont pas autorisés ou alors très contrôlés. Voilà, il y a tout ce côté-là pour préserver et aussi pour pas avoir des bateaux poubelles qui arrivent là-bas. Ça coule, quoi. Et donc, ça change complètement la donne. Et c'est vrai que c'est en train de changer très, très vite. D'accord. Donc, il y a de plus en plus de bateaux qui commencent à se construire, qui doivent suivre sa réglementation. Surtout qu'à terme, en fait, ils vont pouvoir gagner en temps. En coupant pour rejoindre l'Europe et l'Asie, c'est colossal. Et là, on peut même traverser tout l'Arctique. Cette carte est dingue. Cette carte, le centre, c'est le pôle Nord, là, de la carte. C'est ça, mais la Terre est plate, vous le saviez. Oui, je sais. Voilà, là on voit que tout à fait elle est plate, c'est centré au pôle Nord. C'est vrai que c'est une représentation qui est pas courante, c'est une représentation polaire. Par le pôle Nord, là il y a le Groenland, il y a le Canada, il y a la Russie, la Norvège, et donc maintenant il y a des bateaux qui vont pouvoir venir partir des États-Unis et puis ensuite traverser comme ça directement jusqu'en Europe. Ah oui, ce serait ça à terme, bien sûr. Commercialement, ça ouvre des nouvelles routes. L'Asie et l'Europe, c'est des milliers de kilomètres gagnés, quoi. Donc forcément, c'est intéressant. Et au-delà de ça, il y a aussi toutes les ressources qui vont être disponibles, que ça soit le gaz, le pétrole. Alors c'est pour ça qu'il y a des grosses tensions géopolitiques dans ces coins-là, parce que chacun a envie un peu sa part du gâteau. Et voilà, ça évolue très très vite. Et c'est aussi pour ça qu'on parle d'étudier, parce que d'un point de vue scientifique, c'est très intéressant, mais ça va avoir un impact majeur sur le monde entier pour toutes ces raisons, quoi. Ok. Donc là,
ce moment-là, pour de vrai, tu nous as dit, c'est le brief sécu, quoi. Parce que on passe un peu de temps à bord et qu'en fait, s'il se passe un problème pendant qu'on est à bord, faut qu'on ait les bases. Qu'est-ce qui, quoi? Comment on va mourir? Dis-nous toutes les façons. C'est toutes les façons de mourir, ça. C'est un peu toutes les façons de mourir. Super. Et donc là, c'est ce qu'on appelle la muster list. Donc là-dedans, ça va indiquer quel type d'urgence on peut être amené à rencontrer. Et donc avec les rôles à bord. Et donc quelle action on va mener. Donc typiquement là, c'est homme à la mer. Bon, là, il n'y a pas d'homme à la mer. Là, c'est plutôt homme sur la glace. Donc là, on va se retrouver Mais tout de suite. techniquement, c'est un homme à la mer, un homme sur la glace, il est dans la mer. C'est pas faux sur la banquise, oui, tu as raison. Non. Ouais, donc il faut. J'avais pas pensé à ça. Merde, faut refaire le tableau. Oh, merde, on avait déjà qui a refait un paquet de fois. Si t'appliques bêtement, tu lui lances une bouée et tu préviens tout le monde. Ouais, c'est ça, blanc, le truc à faire blanc sur la banquise qui, bon, et maintenant. Et le mec Maintenant, l'enfile les gars- parce que, quand même, il est sympa, tu vois. Oui, c'est ça, il va être plutôt polytraumatisé Ok. et c'est pour ça que très vite on va rentrer dans un cadre plutôt Ah. médical. Le risque le plus important et ce qu'on craint le plus, c'est comme dans les avions, c'est le feu. Mhm. Si on a un feu qui démarre, ça risque de partir très très vite, tout est en bois. Alors, comme on en parlait tout à l'heure, le bateau est construit avec des matières ignifugées, ça va ralentir le feu, il y a des portes coupe-feu, on a des détecteurs partout et on s'entraîne au max pour ça. Ce qui fait un peu flipper, c'est qu'il y a encore une fois une densité de technologie dans ce bateau qui fait que je sens que dans chaque contre-porte, dans chaque contre-mur, il doit y avoir des câbles partout. Et donc, si ça prend à l'intérieur de ces éléments-là, c'est quand même difficile de le voir tout de suite, quoi. ouais. Et c'est un peu le paradoxe, on dit un truc très technologique, mais du coup, ça augmente aussi les risques. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure le mode zéro émission, là où on va couper toute la station pour pouvoir faire des prélèvements dans l'air sans polluer et voir vraiment ce qu'il y a autour de nous. Et ça, on peut le faire à partir de batteries lithium qui sont top au niveau de la technologie, c'est même très sécuritaire, mais le jour où ça prend feu, on ne sait pas trop comment éteindre ça. D'accord. On est en train de réfléchir à des protocoles et tout, mais il n'y a pas... Sur le papier, ça ne peut pas prendre feu, d'après les fabricants. D'accord. Mais bon, nous, on est obligé de faire comme si un jour ça... Voilà. Et donc, comment on fait dans ce cas-là? Quand on est au milieu de l'Arctique, comment on s'en se débarrasse? Voilà. Et donc, ça pose... La technologie amène d'autres problématiques. Et donc, pourquoi feu si critique? Parce que si ça ravage la station, on abandonne. Et là, on se retrouve dans la case verte qui est pas cool. Et là, bon, côté camping sur la glace, moi, je trouve ça cool. C'est pour ça que c'est Pendant- vert, c'est cool. Hein. Pendant une journée. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, passer Oui. 2 jours, 3 jours. Avec du vent par moins 30. Bon. Ouais. Et Ça fait des une bonne ours. vidéo, Et Daniel. des Ça ours. fait une bonne vidéo, ouais. Et des ours, ouais, c'est ça, parce que là, on est cool. Là, ici, on sait qu'on va pas rencontrer d'ours. Mais demain, on abandonne sur la banquise. Ah, t'es un buffet à volonté tout d'un coup. Ah oui. Et oui, là, la nuit, d'accord. t'es obligé de faire des tours de garde. Il y en Ouais. a un. D'ailleurs, Ouais, dans le notre fusil, protocole, il y en a, ils récupèrent les armes, la carabine, le fusil de détresse, et puis on fait des rondes. Parce que Ouais, l'ours, ouais. en plus, il a un odorat incroyable. Ouais, il est curieux. Il va Ouais. venir gratter à la tente. Et la tente, elle résiste pas à l'ours, quoi. Ouais. Donc voilà. C'est fou, en fait, c'est vraiment dingue parce que je sais pas, la menace de la faune, c'est quelque chose de très ancestral, tu sais, tu redeviens vraiment un peu un homme de base, quoi, hein, Ouais, ouais. le PNJ de base. Et c'est fou que dès que cette cellule de survie, elle est plus protectrice et plus active, tu redeviens vraiment un homme des cavernes. Donc, en fait, le feu, globalement, l'évacuation, ça a l'air quand même très bien fait. Donc, il y a un risque lié proprement au feu et au fait d'être brûlé, évidemment. Mais globalement, je pense que vous êtes entraîné à trouver vite les sorties, etc., à les localiser, à les visualiser. Donc, En fait, l'idée en cas d'urgence incendie, ça va être un peu de rassembler tous les gens qui n'ont pas un rôle précis ici. Là, en l'occurrence, désolé les gars, mais ça serait vous. Ouais. En mode, on va voir comment ça évolue, on se On attend calme, ici. on structure, on a les infos, on communique via le capitaine. Et pendant ce temps-là, l'équipe feu, dont moi, dont Carole, nous, on s'équipe en pompiers et on fonce et on va essayer de l'éteindre. Il y a d'autres systèmes d'extinction. Évidemment, il y a les extincteurs de base. Il y a ce qu'on appelle le Novec qui peut être pulvérisé dans certaines pièces, notamment la machine, on l'a vu pour depuis la étouffer timonerie, ce feu. les boutons. Voilà, les boutons de détresse, d'urgence, elles sont là-bas. Ça, c'est le capitaine qui va déclencher ça. Et nous, on a la lance incendie que vous voyez comme dans les documentaires avec les pompiers, là, bien habillés. C'est sexy, mais quand on en est là, c'est toujours pareil, entre s'entraîner et la réalité du truc, je pense que, en fait, moi, je me suis jamais retrouvé vraiment un vrai feu. On fait des formations, on va dans des conteneurs avec beaucoup de fumée du feu, donc on est un peu Sensibilisé, dans le stress et tout, mais c'est jamais pareil quand c'est vrai et qu'on sait qu'on fait pas semblant, quoi. Fini le PNG, là, et le PNJ, ouais. PNJ, voilà. Personnage non joueur. Voilà, j'ai joué, mais il y a longtemps. Un autre cas de détresse qu'il pourrait y avoir, enfin d'urgence, ce qu'on appelle le flooding, là, c'est l'envahissement. Ok. Et là, on rigole. C'est quand même très improbable,
mais on est dans la banquise. Si un bateau sorti de nulle part, un brise-glace qui nous fonce dessus et qui nous pourfend, eh ben on a une voie d'eau et mine de rien, on peut couler, quoi. Donc ça fait partie des cas qu'on doit envisager. On l'a plus réalistement, ça serait plutôt en présence de très grosses glaces ou de tempêtes, ou à un moment on rentre quand même à la maison, on arrive à la côte en Bretagne, je sais pas, et puis bon, pas de bol, pas de moteur, le bateau il dérive sur les rochers, c'est quelque chose qui peut arriver, quoi. Ce qui est complètement fou avec ce bateau, c'est que déjà il y a une forme particulière qui n'est pas, on n'a pas l'impression que c'est un bateau premièrement. Ensuite, je pense que sur des tailles comme ça, quand on n'est pas marin, on oublie qu'il y a un réel danger de couler parce que voilà, c'est bardé de technologie. Et troisièmement, je pense que le cerveau quand même il bug et on a l'impression d'être à terre. Depuis tout à l'heure, je me dis pas que je suis en mer alors que je suis en mer. Et donc, la notion de couler, elle paraît complètement lointaine. Le feu, quand tu m'en parles, je me dis oui, je comprends. Concret. Mais le couler, tu te dis c'est impossible alors qu'en fait, ouais, tu dois t'y préparer. Et dans l'absolu, ce serait possible de couler à travers la banquise. Ça serait, oui, surtout en Arctique où il y a 3000, 4000 mètres de fond, il y a largement la place de couler. Oui. Mais plus concrètement, le fait quand même, on est quand même extrêmement bien renforcé. La coque, elle a été construite pour résister à des poussées énormes. Moi, un des points critiques qu'on est en train de discuter d'ailleurs pour essayer de s'affranchir de ça. Vous n'avez peut-être pas encore vu, je ne sais pas, lors de votre visite, au niveau du Labo Science, c'est ce qu'on appelle un moon pool, qui est un outil qui est fantastique. On n'a pas encore vu ça, mais tout le bateau est construit autour, c'est magique, ça permet d'envoyer des équipements scientifiques dans l'eau, tout en étant à l'abri au chaud et d'être confort avec un treuil, de descendre jusqu'à 2000 mètres, envoyer des filets, la rosette, enfin, Eric il pourra vous raconter ça superbement bien, mais c'est aussi un point de faiblesse parce que quelque part, ce moon pool, c'est une ouverture permanente sur l'eau libre. Si pour une raison quelconque, l'eau venait à monter, théoriquement, elle ne monte pas parce que la flottaison, c'est la même dehors qu'à l'intérieur. Mais si le bateau venait, il y a un truc qui se passe en Arctique, parfois, c'est des crêtes de compression. Et ça semble, ça fait des murs de glace qui vont arriver sans prévenir. C'est un peu comme une vague scélérate qui se forme comme ça. Et le truc qui peut arriver de loin, il peut être très haut, il n'y a rien qui l'arrête sur son passage. Imaginons. L'inertie, c'est des millions de tonnes qui t'arrivent sur la tronche. Énorme. Donc ton petit bateau de 500 tonnes, c'est que dalle. Il va, n'importe quel. Même des très gros brise-glace qui ont déjà fait des hivernages comme ça, se sont retrouvés à subir des choses comme ça et à être bien déséquilibrés. Et moi, je me suis dit, projetons-nous au pire des cas. C'est un peu mon boulot de se projeter dans les situations un peu critiques. On bascule bien, ça change la flottaison, l'eau rentre. Parce que tu peux quand même le fermer ? On peut le fermer, mais en urgence, ça serait très compliqué. Ah ouais, voilà, ça pourrait aller aussi vite que ça. Il y a l'eau, faut imaginer, t'as un mur devant toi en béton, t'enlèves une brique, t'as un jet d'eau énorme qui commence à souffler, t'essayes de remettre la brique, c'est compliqué. Et plus ça va, plus il y a de briques à sauter, bon voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Et donc on est en train de voir comment on pourrait installer une sorte de système d'urgence pour peut-être se gonfler ou fermer vite, pour pas que ça arrive. Voilà. Wow. Donc c'est que des choses assez hautement improbables, mais on ne sait jamais. Et puis on est parti pour faire ça pendant des années. Donc ce qui statistiquement au départ est vraiment très improbable, et dans le temps devient quand même de plus en plus possible. Tout à fait. Voilà. Sur 20 ans, ta vague scélérate sous forme de mur de béton, elle est beaucoup moins improbable que sur une saison. C'est ça. Après la glace fond, donc on peut se dire que ce sera peut-être moins, par rapport au moon pool aussi, ce qu'on a imaginé, même si ça serait quand même assez cocasse. Et le moon pool, c'est un trou sur la mer. Il y a des ours polaires. Et pourquoi l'ours il viendrait pas faire coucou via le moon pool ? On oublie, mais c'est quand même un animal aquatique avant d'être un animal terrestre. Ursus maritimus. Il peut nager 400 km. Il est adapté pour la mer. C'est un délire. Quel cauchemar en fait les ours ici. Mais vous envoyez du matériel, mais vous pouvez utiliser ce trou-là pour mettre des plongeurs ? Ah ouais, on l'a fait. On l'a fait l'été dernier en testant, on a plongé. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont plongé pour tester le matériel et tout, pour travailler un peu sous la glace. Mais c'est un appât géant, le plongeur, là. Alors oui. Donc, anticipation, qu'est-ce qu'on fait ? On met une équipe qui va veiller tout en haut du bateau, qui n'est pas un ours qui s'approche. Mais sous l'eau, on se bat. Une GoPro, un miroir. Sous l'eau, disons que si on se dit que ça fait 2 heures qu'on est en train de veiller, l'ours, il n'a pas non plus de quoi faire des apnées de 2 heures. Donc, il y a un moment, il ne faut pas qu'on soit parano. D'accord. Mais il faut y penser. Et pourquoi on a aussi pensé à ça, c'est que c'est déjà arrivé sur un autre bateau, un bateau de recherche scientifique canadien, la Munson, mais beaucoup plus gros et beaucoup plus profond, donc a priori moins accessible, 7 mètres de profondeur. Le machin, il est descendu. Il a fait coucou. Mais waouh je pense que... Donc on s'est dit, on va peut-être envisager quand même ce cas, même si hautement improbable, parce que si demain on arrive dans le labo, on ouvre la porte et il y a le machin... Je comprends, Ou même au chiottes, à l'incinérateur. Le mec, il était monté dans la timonerie sur le siège. Ok, c'est fou. Quand même, là, comme on est dans une phase de test, c'est quand même pour toi qui es en charge de cette sécurité et de dire, faut faire attention à ça, il faut trouver des solutions pour ça, avant de partir vraiment plus du tout en test,
se met vraiment en mission, ça doit être un peu stressant et c'est une certaine, c'est quand même une grosse mission pour toi, quoi. Ouais, c'est exaltant, je trouve, et elle est primordiale cette phase de test. C'est super qu'on l'a parce que tous les projets n'ont pas forcément ni le temps ni les moyens de pouvoir anticiper ça autant. Là, on a une période phase été, là on a maintenant cette période de phase hiver, et c'est bien parce qu'on peut sortir toute matos, voir comment on peut travailler, voir des problèmes qu'on n'avait pas forcément imaginés, de condensation, de gel, d'énergie, de voir est-ce qu'on arrive vraiment bien à chauffer. C'est plus ça, c'est pas vraiment des problèmes en soi critiques. On se rend compte que la station, elle est déjà parfaitement adaptée. Okay. On a halluciné de voir que ce soit le confort, la solidité, franchement, ça roule déjà, quoi. Ouais. Maintenant, on va chercher un peu plus loin, quoi. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Comment ça va vieillir dans le temps? Qu'est-ce qui va nous faciliter la vie au quotidien pour pas être tout le temps à galérer? Parce qu'une fois que le bateau est parti, au moins pendant les 9 premiers mois, il faudra faire avec ce qu'on a. Ouais, donc, ça serait chiant de se dire, putain, si seulement on avait fait ça ou acheté ça et que maintenant, là, t'es à ta scie manuelle, t'es avec ta manivelle, ton truc, là, et ouais, t'imagines avec un moteur électrique, et ouais, tais-toi et tourne, tu vois. Ouais, je vois. Et donc, est-ce qu'il y a des trucs de conception où tu t'es dit mais pourquoi on a fait ça? Parce que forcément ça arrive dans tous les bateaux, dans toutes les conceptions où il y a un truc, je dis putain mais pourquoi on a mis 2 tables là? On aurait dû, je dis n'importe quoi. Ça, les tables, c'est un très bon exemple. Là, on les a recoupées justement parce qu'on se rendait compte on sera potentiellement jusqu'à 18 personnes là en été. Et on voyait que ça passait pas, quoi. Donc ça a été des longues, ça paraît anecdotique, sauf que ces tables, ça va être notre confort sur du long terme et de pouvoir être bien assis tous ensemble, c'est tellement important. Et donc on a fait des gabarits en carton, on a acheté du bois, on l'a coupé. Ça, c'était notre boulot à Noël, par exemple. Aussi, on coupe, on positionne, on simule, allez, installez-vous, et voilà. Mais on est dans le confort, c'est pas critique. On peut être assis par terre, on mange, ça marche aussi pendant 9 mois. Mais c'est long. Et il va y avoir d'autres missions après vous qui vont encore peaufiner des choses, je pense. En fait, la première mission, la Polaris 1, qui commence en juillet, là, elle va être un peu... Ça va être le crash test. Bêta test. C'est là qu'on va voir, on va se dire, oh putain, on aurait dû penser à ça. Le moteur, putain. Mais ça marche pas, on aurait dû tellement le faire comme ça. Et je pense que la deuxième mission qui suivra, 2 ans après, elle va être tellement plus optimisée, même en termes de science. On va voir qu'on peut rajouter tel capteur, tel truc qui marche pas, on l'enlève, on le modifie pour se faciliter la vie. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des gens, une équipe avec beaucoup d'expérience, des gens qui ont fait déjà plein de missions, alors pas sur un truc comme ça, mais qui ont déjà plein d'idées en fait. On a tous une expérience où on peut apporter une plus-value et se projeter et dire bon, moi je connais ça marche bien, là dans ce contexte, ça pourrait être bien, ou au contraire, faut éviter parce que ci et ça. Et ça, c'est une sacrée plus-value et j'ai vraiment pas l'impression qu'on va dans le mur, quoi. Je me dis, là, c'est cadré, on est tous très confiants, on se connaît tous déjà pas mal pour la plupart. On a navigué ensemble, notamment sur Tara par le passé. Voilà, et puis on est des passionnés, quand on n'est pas projeté là en mode, écoute, j'avais rien d'autre, il y avait une annonce. Tu te démerdes avec ton câble qui marche pas. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Alors, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est là, on est rendu là, c'est ça? On peut faire c'est le jeu de loi. En tout cas, ça se termine toujours par les ours vont nous bouffer. Enfin, c'est chaque scénario, c'est ça. Pour revenir à l'ours polaire, là, c'est vrai que c'est toujours la relation avec, elle est paradoxale. Parce qu'on est tous fascinés, on a tous très envie d'avoir un, c'est hyper excitant. Et puis cet été, on en a vu de très près, quoi. Il était 3 mètres en dessous sur la banquise. Et là, ça, c'est l'avantage de la forme du bateau, t'es en sécurité, quoi. T'es en sécurité, tout à proximité, quoi. T'as envie de faire mais tu le fais pas, sinon t'as plus de bras. Bien sûr. Et en même temps, dès qu'on est hors du bateau sur la glace, on sait qu'on veut absolument l'éviter, la rencontre. Parce que sinon, déjà, on va pas savoir forcément... Enfin, encore une fois, on a eu des entraînements et tout, mais la confrontation, elle n'arrive jamais. Comment tu réagis? Il faut pas paniquer. Et il faut le repousser s'il vient trop près. Donc, utiliser les armes sans tirer dessus. Mais à un moment, s'il est trop près, il faut peut-être tirer dessus. C'est des choix cornéliens. Et en même temps, il faudra pas réfléchir à ce moment-là. Et donc, c'est toujours cette fascination entre j'ai envie parce que c'est une rencontre incroyable et en même temps, c'est une espèce protégée et on veut son plus grand bien. C'est nous qui sommes chez lui et pas lui qui vient... C'est une rencontre entre 2 espèces qui se mettent en danger l'une et l'autre sans le vouloir. Enfin, ouais, c'est ça. Et nous, au niveau, on va dire, mondial, avec nos polluants, avec la chasse et tout, et nous, parce qu'on est potentiellement une proie, si lui, il a très faim, il va nous voir comme une proie, clairement. Il ne s'attaque pas normalement à l'homme, mais s'il est famélique, et on le voit, les ours, quand ils arrivent, si ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé, à un moment, en fait, c'est reptilien. Bien sûr. Et c'est normal, quoi. Et donc là, on ferait pas censé courir, mais on ferait... Bah oui, bien sûr, on ferait pareil. Il est fascinant aussi par son adaptation. Nous, on sort, on est tout de suite en PLS, il y a du vent, on est mouillé, on est là, allez, on rentre quand? Lui, il est là, il peut passer des mois. La nuit, il se
balade sur la banquise, il fait nuit noire, il est là, il est encore en train de chasser et tout. Et il est fait pour ça, quoi. Il va se baigner, il a trop chaud. Il est là, oh là là, j'ai chaud, je vais me baigner. Limite à 5 degrés, lui, c'est canicule, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Nous, on a quelques minutes pour se réchauffer et tout, sinon c'est fini, quoi. Pour ça, il est fascinant. En termes de sécurité, sur toute cette phase de test, c'est quoi les plus grosses problématiques que vous avez pu voir, trouver en vous disant là, il faut vraiment changer ça avant de partir en expédition Qu'est-ce qui est bloquant, quoi, genre? On avait le matériel qui était parfaitement adapté pour les conditions dans lesquelles on était, c'est-à-dire on était en mode test été. Il fait pas très froid, évidemment, ça reste toujours, on va pas sortir en maillot de bain parce qu'on va faire que quelques minutes, mais on voyait bien les limites aussi. On se disait que là, si on doit avoir du moins 40, moins 50, en fait, on n'a pas encore tous les équipements. Ou pareil pour travailler sur la banquise, en fonction des besoins scientifiques, si on doit vraiment camper sur du long terme, voilà, se projeter. Et donc, ça a permis un peu de lister comment se déplacer, mieux s'équiper, quel outil acheter pour travailler la glace, parce qu'en fait, la glace, c'est juste un gros Lego qu'on va utiliser pour construire, faire des trous, mettre des équipements, attacher. Et pour ça, il faut des broches, il faut des scies, il faut une tronçonneuse, il faut des poulkas, un des meilleurs amis du marin. Poulka, c'est les grosses luges pour transporter du métal. Moi, je parle comme si tout le monde savait, mais oui, la poulka, c'est ça. C'est une grosse luge et en fait, à dos d'homme, c'est l'enfer de transporter un truc. On s'enfonce dans la neige, on glisse, on se casse la figure, on n'a pas trop de points d'appui. La poulka, c'est le meilleur outil de l'homme parce qu'il suffit juste, en utilisant quelque chose d'assez long, on va mettre plein de poids. Une fois qu'on a commencé à initier le mouvement de glisser, même quelque chose de très très lourd, en fait, il va avancer, quoi, hein. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on ait parce qu'il va y avoir une logistique qui est colossale, surtout au début. Quand le bateau il va s'arrêter dans la banquise au début de sa dérive, donc a priori l'idée c'est que ça soit au niveau de la Russie, là par là au tout début. Okay. Et après on va traverser tout ça pendant 1 an, une bonne année, peut-être un peu plus. Et ben là ici il va falloir mettre tout le matos scientifique autour. Et là ça va être plusieurs jours de travail intense pour tout déposer, attacher, arrimer et que parce ça que tu tienne. vas voyager avec ton morceau de banquise. Et théoriquement, la tente ou l'équipement, ce que tu auras mis à l'extérieur, va te suivre pendant aussi longtemps. C'est la théorie. Sauf s'il y a ta vague qui arrive ou ce genre de truc. Voilà, et c'est tout le problème, c'est que il y a déjà cette première phase d'installation qui est cruciale parce que la banquise n'est pas tout à fait encore formée. Donc s'il y a une grosse tempête à ce moment-là, si on n'est pas suffisamment dans la banquise, loin, et ben ça bouge. Et si ça bouge, ça peut casser. C'est ce qui s'est passé avec Tara au début, il y a 15 ans, quand ils l'ont fait. Et ils ont perdu du matos, ils ont galéré à tout récupérer. Et la mission aurait pu se terminer parce que tu peux avoir une grosse fissure qui sépare un morceau sur lequel il y avait ton équipement et ciao, quoi. Puis avec le vent, que ça dérive pas à la même vitesse que toi. En plus, le bateau était plus manœuvrant à l'époque parce qu'ils avaient enlevé les safrans et tout. Donc ils ont fait un truc de flipper entre la glace. Waouh, j'ai vu les images à l'époque, moi j'étais fasciné, je me suis dit, mais en fait la mission, elle venait de commencer, ça aurait pu être déjà la fin, quoi, voilà. Okay. C'est pour ça qu'il faut trouver ce moment où on va déposer tout ça sur la banquise, mais pas trop tôt. Parce que si on se retrouve dans cette configuration, galère. On a aussi pensé le truc, si ça arrive quand même, on a des équipements sur le matos scientifique qui vont permettre de les signaler, c'est-à-dire qu'on pourra les traquer du bateau, sur le radar ou des AirTags en fait. Ouais, c'est un peu, ouais, c'est ça. Toutes tes affaires sur la banquise. Okay. Bah, il est plus là. Il est loin, lui, et lui, il est parti de l'autre côté. Bah, on est bien là. Ouais, c'est un peu des AirTags, c'est ça. Donc ça, on l'anticipe. Donc il va falloir trouver le bon moment. Hein. Il va falloir une discussion entre le capitaine et le chef de mission scientifique. Il va dire bon, allez, c'est maintenant les gars. Et là, c'est beaucoup de boulot à installer tout ça, comme je vous ai dit, avec tous les outils qui vont bien. Et l'autre moment critique, c'est quand l'été va arriver, où tout va fondre, parce qu'on veut le plus de données jusqu'au dernier moment. Mais quel est le moment où il ne faut pas tout dégager avant que tout se fasse la malle ou traverse carrément la banquise pour couler, quoi, okay. Parce qu'il y a des choses qui flottent, d'autres non. Et bah ça va être aussi... Si ton été tombe vraiment très haut, t'as encore énormément de glace et t'es comme en hiver. Quand j'avais été au pôle Nord pour une autre vidéo, il y avait encore... Ouais, je suis comme ça. Il y avait 2 mètres 50 de glace. Oui, alors tout à fait. En effet, il y a une partie de l'Arctique. Le Canada, ici, là, dans ce coin-là, c'est là où il y a les plus grandes densités et épaisseurs de glace. C'est de la glace à banquise pluriannuelle. Là, en effet, elle peut durer plusieurs années. Voilà. Okay. Mais quasiment toute la banquise qui est ici, qui se forme, en fait, aujourd'hui, elle est annuelle. C'est-à-dire que là, c'est de l'eau libre, c'est la mer. L'hiver, ça
bien de la glace, elles dérivent, et quand arrive l'été, elles fond au printemps doucement, et arrivé à l'été, elle est complètement fondue, et ça redevient de l'eau, et voilà. Et donc Voilà la surface de maintenant. banquise permanente, elle est assez faible en fait. Elle est faible, elle est concentrée ici. On estime que d'ici 10-20 ans, il n'y en aura plus du tout. Ah d'accord. Ou juste là, quoi, voilà. En tout cas en été. Ici, ça sera que de l'eau libre en été, quoi. C'est pour ça que les bateaux, là, ils se précipitent pour aller là-bas. Et donc, en effet, une glace peut survivre un hiver dans ce coin-là, D'accord. parce qu'elle est suffisamment épaisse et qu'il fait encore suffisamment froid. Mais ça va plus durer des années encore. Pour ça que Et ça faisait des dizaines de milliers d'années ou des millions d'années qu'il y Ouais. avait eu toujours en fait, banquise permanente. c'est plus complexe et je voudrais pas trop rentrer dans le détail parce que après c'est un boulot de spécialiste, mais il y a eu des aires glaciaires interglaciaires et c'est sûr que sur les derniers temps, ça faisait très longtemps que c'était comme ça. Il y avait de la glace qui avait 5 ans d'âge. D'accord. Ça faisait 5 ans qu'elle se baladait là. D'accord. Aujourd'hui, elle fait peut-être 2 ans, peut-être 3 max. Avant, c'était 5 à 7 ans. D'accord, quoi, d'accord, hein. d'accord. Donc, Et ça pouvait aller jusqu'à combien en termes d'épaisseur, tu vois, le max? C'est quoi le max là que tu peux rencontrer Là, aujourd'hui, au pôle Nord, puis ça dépend à quel moment de l'année, mais au pôle Nord, c'est 1,50 m l'été. D'accord, quoi. l'été et en hiver? Mais c'est 1,50 m et à côté, Oui. je peux passer la jambe dans le trou. D'accord, ah waouh. Voilà, c'est très inégal, contrairement ici où là c'est très homogène. Et l'hiver, comme c'est ce que tu disais, si tu es un peu plus près du Canada et tout, tu peux avoir 2 mètres. Parfois tu peux avoir plus parce qu'il y a des phénomènes d'empilement. Avec toute la compression, avec le vent, la banquise elle va se monter et ça fait ces fameux crêtes là justement. Et alarme, machine, allez on y va. Allez zo. Allez go go. Je sais même pas si c'est vrai moi. Si, mais non, mais c'est pas une vraie, c'est pas grave. Ah bon. Voilà, ça, je délègue à Luc, le chef mécanicien. C'est une alarme machine, ça. Okay. Ça c'est pas... Mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du signal d'alarme encore. Du vrai, celui feu. Oui. Mais oui. on le veut vraiment. Non, pas tant, mais bon, on veut bien savoir à quoi il ressemble au cas où. Et je suis perdu, du coup. On était dans l'épaisseur de la banquise. L'épaisseur de la glace, Tu parlais des effets de Oui, compression. de compression. Donc, il y a une telle pression dans la glace qu'en fait, elle va s'empiler. Et donc, on peut se retrouver typiquement le long du Groenland. Là, tout ça, là, il y a pas mal d'épaisseur. Et ensuite, cette glace, elle va fuir soit par là, mais c'est très fermé, là, dans la baie de Baffin, ou le long du Groenland ici. Et donc, ici, particulièrement, il y a de la glace très dure, très épaisse, qui est quasiment incassable, même pour des bateaux très puissants, parce elle s'est densifiée, s'est compactée, et là on peut avoir parfois, moi j'ai vu là des manips, il y avait 3-4 mètres de glace, mais pas parce que en soi la glace faisait 3-4 mètres, c'est juste que le cumul, ça avait fait des petites crêtes, quoi, voilà. Ok, d'accord. Et c'est que de la banquise, c'est pas de la, ça vient pas des morceaux de Non, glacier. c'est que de la vraiment banquise et le courant va la faire défiler le long de la côte est du Groenland. Voilà. Ok. Et en effet, quand tu rentres dans le côtier, que ce soit au Canada, en Islande, au Groenland, là on peut avoir de la glace de terre, donc qui vient des glaciers, qui arrive sur la mer, qui vèle, et ça fait ce qu'on appelle des icebergs, qui petit à petit va fondre en plein de petits morceaux. Et là, cette glace, elle est dangereuse parce que souvent elle est transparente, donc tu la vois pas quand tu navigues en bateau, et c'est de la roche. C'est beaucoup plus dur que la glace de mer, et ça, faut pas se le prendre, en tout cas avec un petit bateau de plaisance, c'est un truc à couler là, pour le coup direct. Quoi, voilà. Ok, d'accord. Et ça, on le voit parce qu'elle n'a pas du tout le même comportement, le même... Là, ce qu'on vient d'entendre, typiquement, c'est une alarme machine. En fait, là, on a, contrairement à Tara à l'époque, qui était assez simple, on a plein de systèmes qui permettent de remonter les informations de la machine, que ça soit des niveaux, des pressions, des températures. Et nous, on a configuré tout ça. Et quand on atteint ces limites, pour nous prévenir, on va avoir une alarme qui sort en anticipation pour éviter d'avoir un pépin. Quoi, voilà. Et donc, tout ça, typiquement, on peut être en train de manger. S'il y a un pépin qui est en train d'arriver, nous, il faut qu'on soit alerté. Donc, ça va sonner ici. En passerelle, en machine, et comme ça, tac, on décolle. Mais c'est pas quelque chose de critique, c'est une alarme un peu préventive. S'il y a quelque chose de critique, là on y vient, on rentre dans le cadre de ce muster plan là, on va avoir ce qu'on appelle une alarme générale. Donc là, ça va sonner dans tout le bateau, il va y avoir 7 coups brefs, un coup long, et à la fin de cette alarme, on va avoir une annonce par le capitaine qui va vous dire homme à la mer, ou incendie, ou machin. Et là, vous entendez ça, vous sortez de votre cabine avec vos vêtements chauds, vous prenez éventuellement la combinaison d'immersion en fonction du cadre où on est, le gilet, et vous venez ici et on cadre le truc. Voilà. Et dans le cas critique où ça serait un abandon directement, parce que imaginons le truc improbable d'un brise-glace qui nous coupe en deux. Ou le ferry qui a pas vu le chenal et celui qu'on voyait, tout à fait, là, qui se loupe. Oups.
et ben là, on coule direct, donc on est tout de suite en abandon. C'est très, très, très improbable. Mais là, dans ce cas-là, ça sera une autre alarme, un son continu. Ça casse les oreilles et on entend abandon, abandon, abandon. Ben là, on s'habille chaud, on prend la combinaison, on va dehors. Soit il y a la banquise, et ben on saute sur la banquise avec tout le campement avec nous pour aller l'installer. Soit c'est l'eau libre, et dans ce cas-là, on percute les radeaux de survie, on les gonfle et on va vivre dedans. Et ça, je crois que ça te parle. Ouais, j'adore ça. Il y a un truc, c'est que quand on parle d'évacuation, en général, la phrase associée, c'est laissez tout derrière vous et sortez. Ouais, mais là, il faut quand même prendre son manteau et son pantalon et ses bottes. Mais carrément au contraire, parce que sinon, s'il ne prend pas les équipements chauds, tu es tout de suite en hypothermie et en fait, tu peux rien faire. Tu peux pas travailler, tu perds tes doigts, on est obligé de s'occuper de toi, donc tu mets quelqu'un d'autre en galère. Et ça, vaut mieux prendre un peu plus de temps et bien s'équiper, sinon c'est des engelures directes, sur le visage, sur les doigts, et en fonction du vent, surtout, ça peut être l'enfer. Donc il faut prendre ce temps, c'est incompressible, parce que là, c'est la survie tout de suite. Parce que le problème, c'est que tu peux être pris de panique par le danger imminent qu'il y a dans le bateau et pas penser à prendre le truc qui va te sauver dans 30 minutes quoi aussi. Complètement. Donc, intéressant. Tout va bien, on est là, détente. Et c'est pour ça que le mot-clé, c'est la prévention. Et de toujours déjà, et puis on a l'habitude aussi entre marins, au-delà de mon rôle de second, parce qu'en fait, on a l'habitude, nous marins, d'avoir un regard un peu aiguisé sur tout ça, sur ce qui nous entoure, sur les gens. Et donc, de nous-mêmes, on va dire, attention, la porte machin, ou les chaussures de sécurité, voilà, ça rentre, ça devient une habitude. Donc t'es un peu le papa de tout le monde quand même. Un peu. Et tu nous montreras où on dort ce soir ? Mais tout à fait, ça tombe bien parce que je vous ai préparé votre cabine un peu. Je vous ai fait vos lits. Formidable. C'est vrai, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment dans mon rôle, mais il faut faire un peu d'intendance. Et comme on n'est pas à l'hôtel, il y a personne vraiment à s'occuper de ça. Et en fait, un peu par défaut, c'est juste mon capitaine. Je me demandais qu'est-ce qu'il fait son capitaine. Il prépare aussi un peu les cabines, il fait les machines, voilà. Pourquoi pas quoi. Ouais, mais en même temps, vous êtes pas si nombreux sur un très gros bateau, donc bien faut sûr, que tout le monde sûr. fasse. Et là, c'est un peu exceptionnel parce qu'on n'accueille pas des gens de manière régulière et tout. Surtout là sur ces missions, on va avoir 9 mois la même équipe. On les lit, on fait pas tous les jours quoi. Ici c'est un peu une famille quoi en fait, notre mode de fonctionnement. Et ce qui me plaît bien moi avec Tara, c'est qu'il y a un côté très, on lisse les grades. En fait, tout le monde est au même niveau. Que la personne soit un chef scientifique de renom qui a eu des médailles et tout, que le gars soit capitaine. Il fera quand même les vitres. Il fera les vitres, mais mieux que ça, il fera les toilettes aussi. Voilà. Et c'est drôle, parfois, mais moi, je suis là en train de demander, mais lui, on le met aussi, parce que c'est un monsieur qui a quand même un certain âge, respectable et tout. Bah oui, il n'y a pas de raison. Bah allez, ok. Et je trouve que c'est bien parce que ça lisse, on fait des équipes, chacun va avoir sa petite tâche ménagère, et puis c'est le moment aussi où on va discuter. Et puis finalement, de s'occuper pas que de la crasse, mais de s'occuper de tout le monde, c'est aussi être bienveillant. Et voilà. Là, Romain, typiquement aussi, il est là, il gère la fondation, il nous file des coups de main, c'est super. Ouais, on l'a vu tout de suite. Et accepter ce genre de choses-là, c'est-à-dire que tout le monde soit au même niveau, tout le monde fasse les tâches, etc., c'est aussi confirmer le fait que si jamais vous deviez abandonner ce bateau-là et du coup survivre ensemble, je trouve que ça aide déjà, quand tu as déjà fait de la cohésion, quand tu as déjà partagé des tâches ménagères un peu reloues, même si ça n'a rien à voir avec de la survie, ça permet tout de suite de casser les barrières et dire en fait là, on peut compter que sur nous-mêmes, donc oui, tu vas faire la cuvette, parce que peut-être que demain tu me sauveras, et que je sais pas, il y a une espèce de mentalité en fait qui s'active dès maintenant quoi. Je pense que tu as raison, parce que c'est une bonne réflexion. On serait sur un bateau, sur un gros bateau, où il y a plein de passagers et tout, avec des gens qui se connaissent pas, assez naturellement, les gens ils vont se tourner vers eux-mêmes ou protéger leur famille et dire bon voilà, là on va vite être en survie, il faut qu'on fasse attention. Là en fait, on est tous déjà bienveillants les uns envers les autres, on se connaît tous, donc forcément on peut pas penser en solo, c'est impossible. Donc il va avoir ce regard sur les autres, clairement. C'est vrai que nous, on vit déjà une expérience très courte, on n'est pas là pendant 18 mois, et on est dans un espèce de golfe en Finlande. Je veux dire, globalement, à pied, on pourrait se faire assister. Donc là, on ressent pas ce truc d'être complètement privé de l'assistance mondiale, quoi. En fait, quitter la société, globalement, c'est encore très très rare, à part si tu vas dans l'espace ou en mer, quoi. Mais là, vous allez le vivre quand même très très fort et dans une des zones les plus extrêmes du monde, quoi. T'as déjà fait l'Antarctique ? Ouais. Okay. Ouais. C'est encore autre chose, c'est un continent, mais du coup, j'ai eu la chance. Cet isolement, quoi. En fait, c'est ça qui m'a ouvert les yeux, j'ai envie de dire. J'ai eu la chance de faire 1 an à Dumont-d'Urville. C'est une base polaire française. Et j'ai passé 1 an comme mécanicien. J'ai découvert le milieu polaire. C'était l'année polaire internationale. En plus, il y avait plein de programmes. Ça m'a fasciné. Et j'ai vu que c'était fragile, que c'était beau. Je me suis dit, j'ai envie de protéger cet environnement. Et j'ai surtout découvert le travail des scientifiques. Moi, je n'étais pas scientifique au départ, j'étais marin. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux être marin, utile pour l'environnement. Et là, j'entends parler de Tara qui finit sa dérive arctique il y a 15 ans. Je me suis dit, mais c'est ça, en fait. Il y a tout dedans, quoi. Et voilà. Par contre, c'est un gros sacrifice de vie.
derrière, tu es pas beaucoup à terre. Ouais, c'est vrai que c'est un sacrifice de vie, mais en fait, ça t'apporte tellement en contrepartie. Je pense qu'on est tous passionnés que ce sacrifice, il se fait plus naturellement. Bien sûr, c'est pas l'idéal. Ma famille, elle manque et tout, mais si ce sacrifice était trop dur, mais en fait, à un moment, faut aussi te dire, faut peut-être que j'arrête. Mais oui, t'as raison. Pour plein de personnes, on va dire normales, terriens, notre vie, elle leur paraît. Déjà passer 48 heures sur un bateau isolé dans la nuit à naviguer, pour eux, c'est déjà très atypique. Mais des mois et des mois comme ça, on dit, mais vous êtes des grands malades, quoi. Hein. C'est ce que je pense. Je vous envie beaucoup parce que vous avez aussi réussi à trouver un équilibre de vie et vous vivez pleinement votre passion. Tu nous envies, mais on en a 10 de prévus. Je pense qu'il y a des places à prendre pour les prochaines années. Hein. Un jour. Franchement, ça me fait beaucoup réfléchir ce genre de projet humain parce qu'en fait, de toute façon, c'est rendu possible grâce à tellement de compétences différentes, tellement de gens et tellement de force en présence que je sais même pas si j'étais dans un projet comme ça où devrait être ma place. Mais en tout cas, tout me fascine. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à n'importe quel poste, il y a que des gens déterminés et passionnés. En fait, ici à bord, du coup, je rencontre personne qui est là en mode oui, bon voilà. Je suis en CDD, on verra après. Je n'existe pas. Donc, c'est fascinant. Donc, pour revenir aux tâches ménagères... En fait, vous n'êtes pas là que pour interviewer, machin et tout. Vous êtes là parce que, dès ce soir, on va vous coller ou demain matin au ménage ou à la vaisselle. De ce que j'ai compris, ça sera plus demain matin, on va passer à l'aspirateur et faire la vaisselle. Voilà. C'est les premiers à choisir. Normalement, c'est moi qui dis ce qu'il faut. Mais bon. Ah ouais, t'as vu l'autre et l'autre de ce qu'on m'a dit, Daniel. Il est cool, mais en fait, ça pas va. du tout. Non, mais... Il y a le ménage tous les jours, surtout quand on est 18, mine de rien, on a vite fait un peu de tout pourrir, la neige, le bois coupé, les chaussures, les machins. Et donc, on a divisé géographiquement le pont en différents secteurs qu'on va nettoyer. Ça va des toilettes, aux douches, à la serpillière, voilà. Et puis tous les jours, on a des petites routines comme ça. Ça s'évite voilà. quand même si tu fais rien. Ça va Ouais, très ça vite, peut aller. En fait, là, récemment, on n'était qu'à 6. On se disait, bon, à quoi bon faire le ménage? Ça brillait déjà. On dit, bon, je vais le faire parce que, voilà. Mais là, 18, oui. Là, tu en 2-2. Puis il y en a, ils comprennent mal les consignes. Quand on leur dit, il ne faut pas aller aux toilettes, là, c'est fermé, ils y vont quand même. Et oui, c'est un... Bon, moi, pas de problème. Même les toilettes, t'inquiète, j'y vais. On verra. J'attends. Là, c'est des paroles, mais on verra bien. Ça va, ça me dérange pas trop de faire les toilettes. Après, je dois dire que quand on est rentré dans ce bateau, il y a un truc qui frappe, c'est que tout est clinique. Le truc, il est neuf. Ouais. Les toilettes, je me suis dit, mais c'est la première fois que j'utilise ça, non? Et donc, voilà, il fait pas sale, le bateau, là, clairement. Mais c'est vrai que ça donne plus envie encore de s'en occuper. Là, tout est neuf. On a envie de l'entretenir. Ouais, et voilà. de garder comme ça. Quand ça commence à être délabré, naturellement, en fait, l'humain, il est là à se dire, bon, de toute façon, c'est déjà pourri, donc pourquoi insister là? Alors que s'il y a une trace de sale dans du propre, on est là, faut que ça disparaisse, quoi, voilà. Et puis il y a le truc au bout d'un moment, tu le vois plus, quoi. Quand c'est ça, complètement. C'est bien, c'est bien d'avoir des nouvelles personnes qui arrivent aussi à bord, parce que comme ça, ils vont avoir un autre regard sur les choses, dire, mais tiens, pourquoi c'est pourquoi c'est rangé comme ça? Pourquoi c'est... Ah ouais, parce qu'en fait, on s'habitue à notre environnement, quoi, voilà. Okay. Donc voilà, donc ça c'est pour les tâches ménagères. Les repas, c'est comme à la maison, on a un petit déjeuner, dîner. C'est à heure fixe, on sonne la cloche quand c'est l'heure de manger, comme ça vous arrivez les pieds sous la table, tranquille. Le petit-déj, c'est un peu, on fait ça entre 7h et 8h du matin, ça c'est un peu self-service, vous faites votre truc et tout, à la fin chacun nettoie sa vaisselle. Okay. Et l'idée c'est qu'à 8h, on range tout, comme ça on enchaîne sur le ménage, et après on peut vraiment commencer le boulot, parce que il peut y avoir des réunions, du travail en équipe et tout, ça évite de tous s'attendre les uns les autres. Okay. Il y a un côté entre guillemets un petit peu militaire, mais on peut pas vraiment dire militaire, on n'a pas l'uniforme et tout, mais on est obligé d'être quand même un peu organisé. Et ça, pendant l'hiver, il va falloir être hyper organisé parce que justement, il y aura plein de tâches, des routines à faire, que ça soit de dégivrer le bateau. Ouais. Là, c'est mieux maintenant, mais encore quelques jours, tous les jours, on était en train de dégivrer les fenêtres, le pont. Et ça, parfois, c'est 2-3 heures de boulot, quoi. C'est la tâche qui m'excite le plus. C'est dommage. Je suis un peu déçu qu'elles soient magnifiques, les fenêtres. J'aurais voulu le faire. C'est vraiment dommage. C'est très bête. C'est très excitant une fois, mais deux fois, mais 3 fois. Mais voilà, au bout de 9 mois, je pense que le dégivrage, ça va faire 2 secondes, quoi. Oui, il y a une question essentielle que j'ai envie de poser avant que je l'oublie. C'est le fait que vous êtes en train de faire une mission particulière avec des expertises, etc. Mais j'ai l'impression qu'on oublie le fait que vous êtes 12 en hiver, des êtres humains enfermés. Il y a ce côté aussi un peu comme ce qui va se passer sur les missions habitées très longues vers Mars pendant 2 ans,
en fait, vous vivez une expérience sociale d'être enfermé, voilà. Et donc, ça comporte, on est tous des êtres humains, ça comporte tout ce que ça comporte, c'est-à-dire potentiellement des conflits à gérer. Est-ce que tout ça, c'est analysé? Est-ce qu'il y a une partie sociologie qui est analysée? Ouais, non, c'est une bonne remarque. On a, évidemment, pour faire une expérience comme ça, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a plein que ça fait rêver sur le papier. Ils voient les photos, ils disent, waouh, génial. Mais le vivre, en fait, c'est un autre délire. Et savoir qu'on est prêt à le vivre. Toi, t'es marin, donc déjà, tu connais ça. Voilà, je connais un peu l'univers, mais entre embarquer 2-3 mois et te faire quasiment 8-9 mois, voire 1 an, parce qu'on ne peut pas être ravitaillé et tout, c'est autre chose. Et puis surtout, là, on est dans une condition où on maîtrise vraiment pas l'environnement, il peut se passer des trucs durs, et dans ce cas-là, c'est pas du tout le même vécu. Pour savoir qu'on va faire le job, en fait, on va faire des tests psychotechniques. On voit un psy, on a été plusieurs déjà à passer les tests. C'est bizarre, hein, et elle me pose des questions. Tu préférais tuer plutôt ton papa ou ta maman? Je caricature tu réponds à un ours blanc. Mais parfois, en fait, les questions, elles sont complètement redondantes et ensuite, tu es là en train de te dire mais en fait, là, si je réponds ça, je me contredis par rapport à avant. Ils vont se dire que machin, bon... t'as un papa bipolaire, ouais, tu sais, t'oses pas répondre, tu dis est-ce qu'il faut que je dise la vérité ou pas, est-ce que ça va me jouer des tours, est-ce que c'est pas évident. Moi je sais à l'époque les tests étaient très différents, il y avait le fameux test de Rorschach où on te montre des taches d'encre, ça fait un coup, je me disais qu'est-ce que vous voyez, là on dirait un papillon, et là un papillon, non mais vous voyez autre chose, je sais pas, un bassin, ok, intéressant. Là, il me montre un autre, j'ai envie de dire un crâne, mais je me suis dit, si je dis un crâne, elle va me dire, il est suicidaire, le gars. Alors, je brode et tout, et le test, il se termine. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui va en sortir derrière, quoi, voilà. Bref, tout ça pour dire, en tout cas, que oui, ils font des tests. Ils sont beaucoup mieux maintenant parce qu'il y a gruppo un côté sûrement plus humain et plus moderne. Parce qu'avant, c'était des vieux trucs qui étaient sortis des archives, je ne sais pas trop sur quoi ils se basaient. Ça permet d'avoir une petite idée, de sensibiliser aussi. La psy, elle va dire, bon, est-ce que vous avez pensé à votre futur, si vous n'êtes pas pris, votre famille, s'il y a un décès, si machin, tout ça, ça permet de faire... ça serait oui, bien sûr, truc. Bien sûr. Moi, quand j'ai fait mon hivernage en Antarctique, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je me mentalise à dire, bon, peut-être que j'ai quelqu'un dans ma famille qui va mourir et je ne serai pas là. Après, il y a le mentaliser et vraiment que ça arrive, ce sera, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Bien sûr. Mais je veux dire, il y a très peu de situations, même dans les situations extrêmes, même dans l'armée, etc., où tu es immobilisé, et vraiment immobilisé pendant 9-10 mois, sans pouvoir rien faire. Je veux dire, même les sous-mariniers qu'on a rencontrés, c'est 2-3 mois, c'est pas 10 mois. Et globalement, alors ils vont pas faire revenir un sous-marin nucléaire juste parce qu'il y a eu un décès dans la famille. Donc c'est un peu la même chose, mais quand même, c'est quand même très très fou. Et il y a un élément hyper important auquel je pense, c'est l'après. Parce que du coup, je sens, de la manière dont tu le décris, tu es dans ton élément et puis tu n'en es pas à ta première mission. Mais comment tu vis le retour après 9 mois où ça, c'est ta vie, ça, c'est ta maison? Tu te prends pas un gros choc mental et un petit coup de mou? Je peux pas parler d'expérience parce que peu de personnes font ça de manière régulière, hein, c'est exceptionnel. Mais moi, le seul équivalent que j'ai vécu, c'était l'hivernage sur la base polaire, qui est encore isolée sans être complètement autant isolée, parce que la base est plus grande, on peut se balader plus loin, il n'y a pas d'ours, machin. Stade du Mont-Durville ou en Antarctique. Oui, d'accord. Mais le poste a été très compliqué pour certains. Ils ont fait un gros blues, une grosse déprime. Okay. Et en plus, il n'y avait pas le même soutien psychologique qu'il y a aujourd'hui. Les gens ne se faisaient pas forcément débriefer à la fin de leur hivernage. Et je sais qu'il y en a, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire dans leur vie. Ils se disaient, tiens, mais en fait, je n'ai pas anticipé ça. Ça m'arrive dans la gueule. Et puis, ça paraît tellement fade par rapport à l'intensité de ce qui a été vécu avant que... Ça fait un peu le militaire qui revient de la guerre, quoi. J'imagine, j'ai pas vécu, mais... Je veux dire, c'est comme un petit choc post-tro de se réadapter à la vie normale. Se retrouver dans son studio parisien. Ou un détenu qui se fait libérer après. Enfin, c'est pareil, tu vois, genre, c'est fou, quoi. Et rien que la transition, je suis rentré en France, d'arriver à Paris, à l'aéroport, prendre le RER ou le métro, tous les gens et tout, on dit, ça fait un choc quand on dit... Waouh, c'est un autre mode de vie, un autre mood et tout. On est là. En fait, c'est ça qui paraît extrême quand tu reviens. C'est le mode de vie normal. Ça fait toujours bizarre, ça fait toujours bizarre. Et moi, j'aime bien ce côté d'être en mission et de déconnecter un peu, de me dire de sortir de cette folie, d'informations qui tombent toujours, de réseaux sociaux, de toujours d'être dans l'instantané. C'est oppressant, je trouve. Et moi, de vivre là avec le temps, la lumière, en prenant le temps de discuter avec les uns et les autres à bord et d'être focus que sur ce qui nous entoure et avec la nature, l'environnement, je trouve que ça fait un
devient fou. Moi, je me dis, c'est ça la vraie vie, mais c'est en même temps oui et non, parce que le monde, il tourne pas comme ça et autour de ça. Et en fait, quand on revient à Terre, on est obligé de s'adapter à ce monde et de vivre comme ça avec l'argent. Voilà, on vit en ermite, quoi. Hein, mais c'est compliqué. Après, il y a un vrai consensus scientifique sur le fait que notre espèce est faite pour vivre en petits groupes, en communauté. De base, notre corps, il est fait pour ça, et il n'est pas fait pour vivre au-delà d'un certain nombre de personnes, et absolument pas avec une information instantanée tout le temps. Bah, moi, j'en suis persuadé, mais... Donc, je pense que... Après, il est pas non plus fait pour vivre sur la banquise, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. T'as rajouté une surcouche quand même. Mais non, mais c'est complètement fou. Et ce côté social, il est hyper important, et on va être notamment suivi pendant ce temps-là. On va avoir un brief avant hivernage, post-hivernage. S'il y a des besoins pendant en urgence, on aura un point de contact. Et ce qu'on ne peut pas anticiper, malgré tous ces tests et tout, c'est que quelqu'un, à un moment, pète pas un plomb, ou parce qu'il vit quelque chose de difficile à distance, parce que mine de rien, maintenant, la technologie nous amène cette communication, mais aussi les mauvaises nouvelles. Et si quelqu'un pète un plomb, c'est très compliqué, parce que, vous voyez, on est quand même en huis clos, c'est très, très petit. Si quelqu'un pète un plomb et dit « je veux rentrer maintenant », c'est obligatoire. Et on doit composer avec. On ne peut pas le laisser enfermer dans sa cabine ou lui dire tu sors ou tu vas te changer les idées, tu prends un train, tu vas faire je sais pas quoi. Non, en fait. On va devoir composer avec lui et ça peut devenir extrême, ça, l'humain. Et ça ne peut pas trop s'anticiper. C'est fou. Mais c'est totalement plausible. Donc c'est quand même mieux que vous fassiez la première entre gens qui se connaissent, qui ont déjà navigué ensemble. C'est une bonne idée, ça. Ça permettra de... Et un truc aussi que j'ai constaté comme ça en hivernage sur du long terme, c'est qu'au départ, tout est facile, c'est facile de composer avec les autres, mais des petits trucs qui au départ on faisait avec deviennent énervants. Et plus ça va dans le temps, plus on doit prendre sur soi. Genre, la porte, elle est encore... Enfin, à la fin, genre, oh, la porte, là, bon, je l'ai ouverte, quelqu'un me l'a refermée. Après, tu le fais une deuxième fois, une troisième fois, puis au bout d'un moment, tu as envie de hurler et de dire, mais qui c'est qui a encore fermé cette porte ? Ça paraît con, on dit comme ça. Je serai comme ça. Ça va très vite. Toi, t'es pas fait pour faire ça. C'est clair.